Bonjour et bienvenue dans les Laniakea Awards 2024. Alors si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas vu ceux des années précédentes, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et je vais aussi expliquer les changements pour ceux qui étaient là les années précédentes parce qu'il y en a des changements. Les Laniakea Awards, c'est tout simplement une cérémonie pour célébrer la pop culture de l'année dans 4 grandes catégories. Les films, les séries, les jeux vidéo et les albums musicaux. Et donc dans chaque catégorie, je vais d'abord vous présenter mes œuvres préférées de cette année. Alors cette année, j'en ai mis à peu près 10 par catégorie, mais ce n'est pas un top 10, hein, l'ordre importe pas du tout, c'est juste mes 10 œuvres préférées de cette année. Puis encore une fois, hein, dans chaque catégorie, on verra vos œuvres préférées de cette année que vous m'avez proposées sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs pour y participer l'année prochaine. Et enfin, pour finir chaque catégorie, ce sera mon œuvre préférée de l'année, donc la gagnante du Laniakea Awards 2024. Et oui, on revient comme pour la première édition, il n'y aura qu'une seule œuvre gagnante dans chaque catégorie, parce que les dernières années, je faisais un top 3, là, on revient aux bases. Et comme autre changement, je l'ai déjà dit, j'en ai à peu près 10 par catégorie, ce qui veut dire qu'il y a à peu près le même nombre d'œuvres par catégorie, ce qui n'était pas du tout le cas les autres années. J'avais par exemple beaucoup plus de séries de musique que de jeux vidéo. Cette fois, c'est à peu près équilibré. Donc voilà, après il y a d'autres règles un peu plus en détail dans chaque catégorie, mais on y reviendra au moment de ces catégories-là. Et évidemment, il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo, puisque mon but c'est de vous faire découvrir des œuvres, donc pas de vous les spoiler. Ah oui, et dernière info, il y aura peut-être quelques annonces pour la chaîne, sous forme de World Premiere comme l'année dernière. On va donc pouvoir commencer avec la première catégorie. Allons-y. Bienvenue dans la première catégorie de cette vidéo, ce sont les films. Alors les règles pour être accepté dans cette catégorie, c'est être un film. Ça peut être un film d'animation, ça peut être un film live action, ça peut être un film sorti au cinéma, ça peut être sorti sur les plateformes. Mais donc voilà, on va pouvoir commencer avec le premier film, Vice Versa 2. Alors c'est la suite de Vice Versa 1, film dans lequel on suit les émotions d'une personne. Et donc dans cette suite, Riley, donc la personne qu'on l'on suit, entre dans l'adolescence et donc elle a de nouvelles émotions. Et le film, ça va être comment elle va réussir à gérer ça, comment les émotions vont réussir à se gérer elles-mêmes. J'avais adoré le premier Vice Versa. J'adore le fait que Pixar arrive à nous faire ressentir des émotions avec n'importe quoi. Ça peut être des animaux, ça peut être des voitures, ça peut être des jouets. Et ils ont tellement poussé ça à fond que maintenant ils nous font ressentir des émotions avec des émotions elles-mêmes. Donc comme le premier, il y a des côtés très dark dans le film. Ça parle d'adolescence, de crise d'angoisse, de panique sociale. Et tout ça avec de l'humour et aussi de la tristesse forcément. Donc oui, le film est génial et je vous le recommande très fort. De toute façon, comme toutes les œuvres dont je vais parler aujourd'hui. Et en plus, niveau Vice Versa, cette année, on n'a pas eu que ça. On a eu aussi une série en 4 épisodes sur la création des rêves de Riley. Et je ne l'ai pas encore vue, donc je ne peux rien vous dire, mais en tout cas, sachez qu'elle existe. Le comte de Monte Cristo. Edmond Dantès s'est promis à un super avenir, mais le jour de son mariage, il est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il est donc envoyé en prison durant des années, et quand finalement il sort de prison, il n'a qu'un seul objectif, se venger. Et je l'ai trouvé très bon. Déjà, les images et la musique sont magnifiques. Les acteurs et actrices sont vraiment très bons aussi, et pour la plupart sont confirmés. On les a déjà vus plein de fois dans d'autres films, mais le plus bluffant c'était Pierre Niney. Alors je sais que Pierre Niney a fait d'autres films sérieux, mais moi je ne l'ai vu que dans des comédies pour l'instant, dont une dont on va reparler un peu plus tard d'ailleurs, et il faut avouer qu'il est bon dans les deux. J'ai beaucoup aimé son interprétation du conte, et de voir tous ces moments de préparation et de planification sur son plan. En fait, j'ai vraiment vu avec ce film que énormément d'œuvres d'aujourd'hui, il y a quelques années, ont été inspirées par ce livre en fait. Donc le comte de Monte Cristo, très très bonne surprise. Deadpool et Wolverine. L'univers de Deadpool va disparaître s'il ne trouve pas un autre Wolverine. Sauf qu'il tombe sur le pire Wolverine du multivers, et ensemble, ils vont essayer tant bien mal de sauver l'univers. Alors j'ai vu les 2 premiers Deadpool juste avant de voir le troisième, je les avais jamais vus avant. Et au final, les 2 premiers sont très proches et le troisième est très différent. Et ça c'est dû au fait que les 2 premiers c'est la Fox qui les a fait, et le troisième c'est Disney puisque Disney a racheté la Fox. Mais même si c'est Disney, ça change pas vraiment les blagues qu'il y a dedans, et surtout il y a toujours autant de violence, mais ça change le fait que c'est beaucoup plus beau et qu'il y a beaucoup plus de budget. Le meilleur truc à propos de ce film, c'est les hommages en fait. On a des tenues qui sont comics accurate de fou, c'est notamment la première fois il me semble qu'on voit Wolverine dans sa tenue des comics, mais il y a aussi énormément d'hommages aux films de la Fox, parce que la Fox avait fait beaucoup de films Marvel, et pour moi ce film c'est un hommage, un au revoir à tous ces films, qui sont maintenant rachetés par Disney, et dont les personnages vont tous être intégrés au MCU dans les prochaines années. Et même si c'est un hommage à la Fox, c'est vraiment lié aussi au MCU. Ça arrive à lier ça très très bien, ce qui est pas chose aisée vu l'état actuel du scénario de la saga du multivers. Donc j'ai très hâte de voir la suite de Marvel en 2025 et les prochaines années. Red One. Alors le principe c'est le Père Noël qui se fait kidnapper et son soldat numéro 1, son garde du corps, doit s'allier à un humain pour le retrouver. Ok, c'est peut-être pas très bien décrit mais j'essaye de pas trop vous spoil. En gros c'est un film de Noël d'action avec The Rock et Chris Evans, donc aussi très humoristique, mais où tout le côté Père Noël et tout ça est modernisé, donc je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoil là par exemple, mais on est sur un Père Noël crédible qui aurait évolué avec son temps. Mais ce que j'ai le plus aimé avec le film, c'est comment ils ont transformé toutes les refs des légendes de Noël
Noël, mais pas que, aussi d'autres légendes, pour les faire coexister dans l'univers du film, et surtout les mettre au goût du jour et expliquer comment ça marcherait. J'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'il y ait une suite sur ce film, possiblement encore autour de Noël, mais aussi autour d'autres légendes et contes, puisque clairement c'est possible. C'est un très bon film de Noël dans le sens où c'est divertissant, drôle, familial, autour du sujet de Noël, et avec The Rock qui joue un lutin du Père Noël. Donc vraiment regardez quoi. Argyle, une écrivaine de romans d'espionnage, se retrouve dans une vraie mission d'espionnage qui en plus ressemble étrangement à ce qu'elle écrit elle. Waouh, je m'attendais tellement pas à ça. Parce que clairement j'avais envie de voir ce film parce que ça avait l'air drôle, ça avait l'air d'être de l'espionnage un peu britannique, mais parodique, avec notamment Henry Cavill. Et au final le film m'a bien surpris par son scénario. Mais je vais pas aller là-dessus parce que je vais pas spoil. C'est un film du réalisateur de Kingsman, et ça je ne savais pas. Parce que les Kingsman j'adore, et surtout, il sait déjà faire des films d'espionnage visiblement. Il y a plein de choix de mise en scène dans le film que je trouve génial, notamment dans la chorégraphie des combats. J'ai été surpris plus d'une fois. C'est clairement un bon film d'espionnage, drôle, mais pas que, donc évidemment je vous le conseille. La planète des singes, le nouveau royaume. Des générations plus tard des précédents films, les singes commencent à former des clans, des tribus, des civilisations. Quand une humaine arrive dans une de ces tribus, c'est le début des problèmes. J'ai beaucoup aimé les deux premiers nouveaux planètes des singes, et j'ai surtout adoré le troisième qui est un de mes films préférés. J'aime que la planète des singes se renouvelle à chaque film, parce que chaque film se passe des mois, des années après le précédent, et à chaque fois ça explore de nouvelles facettes de ce monde. Mais j'avoue que là, s'ils font une suite, j'aimerais bien que ça se concentre sur la même histoire, parce que pour le coup, ça changerait, et je pense qu'il y a encore des choses à raconter à ce niveau-là de l'histoire. Et surtout, j'aime beaucoup le fait qu'on arrive de plus en plus vers les anciens planètes des singes, parce que je rappelle que ces nouveaux planètes des singes sont juste une origin story des vieux La planète des singes qui sont sortis il y a des années, que je n'ai pas encore vu, mais c'est prévu très prochainement. Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Inoxtag se lance un défi, escalader l'Everest, et pour ça, il a 1 an pour s'entraîner. Je ne l'ai vu que très tard, en fait c'est la dernière œuvre de toute la vidéo que j'ai vue. Donc clairement, j'arrive un peu après tout le monde. Pour le regarder, je me suis mis vraiment dans les conditions de comment je regarde un film, et ça valait vraiment le coup. L'image est folle dès le début, il y a des idées de fou dans la mise en scène, les musiques sont incroyables, il y a du Woodkid, du Laylo, donc déjà ça c'est banger, mais même toutes les autres sont toujours bien au bon moment. Le film dure 2h30, et je me suis pas du tout ennuyé. C'était super intéressant du début à la fin. Pour ceux qui étaient là au premier Laniaka Awards, à l'époque il y avait 5 catégories. Il y avait les films, les séries, les musiques, les jeux vidéo, et les vidéos YouTube. C'est une catégorie qui a disparu dès la 2e édition, mais cette vidéo aurait clairement été, et aurait sûrement gagné, cette catégorie. Puisque si la catégorie YouTube existait de base, c'était pour ce genre de vidéo. D'ailleurs, j'y réfléchis pour l'année prochaine. Pas faire revenir la catégorie entière, mais vous allez voir. J'ai adoré qu'il montre autant de choses de l'Everest. Parce que l'Everest, bon, il le montre déjà entièrement, que ce soit les problèmes, les joies, les tristesses, mais aussi tout ce qu'il y a avant. Donc les autres montagnes, mais aussi toute sa préparation, ses moments de doute, ses moments de faiblesse, et surtout l'esprit shonen, ou plutôt l'esprit Kaizen. C'est quelque chose que Inox a toujours démontré dans ses vidéos, et je suis désolé, mais c'est un super message. Quand je vois toutes les personnes que Inox peut inspirer avec ce genre de message, je préfère largement ça à d'autres choses. Sonic 3. Sonic et ses amis doivent encore défendre la Terre, cette fois-ci contre Shadow. Oh le banger. J'ai jamais été un grand fan de Sonic, notamment parce que mon premier et seul jeu Sonic, c'était Sonic Chronicles sur DS, et c'était horrible. Mais avec la hype pour ce 3e film, je me suis beaucoup plus intéressé à Sonic, notamment un jeu Sonic Adventure 2, et donc j'y ai joué il y a pas longtemps, et pour le coup, lui c'est un banger. Mais on en reparlera peut-être sur la chaîne. Surtout que Sonic 3 est plus ou moins l'adaptation de Sonic Adventure 2, donc c'était super intéressant de le faire avant. J'ai aussi vu Sonic 1, Sonic 2 et la série Knuckles, que j'avais jamais vu et que j'ai adoré. Il y a énormément de refs aux jeux aux années 90, au niveau du sound design, de la musique, des easter eggs. Dans ce 3e film, il y a énormément de refs du coup à Sonic Adventure 2, notamment au niveau de la musique là aussi, ce qui est un banger parce que la musique de Sonic Adventure 2 est légendaire. Shadow est doublé par Keanu Reeves, c'est le meilleur casting de l'histoire je pense. C'est clairement le meilleur des 3 films Sonic, et pourtant j'avais beaucoup aimé les 2 autres. Depuis la bande-annonce avec le Sonic horrible, ils en ont fait du chemin. Fall Guy. Un cascadeur de film se retrouve dans un vrai bourbier quand l'acteur dont il fait les cascades disparaît et qu'il doit le retrouver. Ce film est génial. Je l'ai regardé parce que notamment Ryan Gosling et Emily Blunt, il y a des scènes d'action de fou en fait dans les combats et dans les scènes d'action. Vu que c'est un cascadeur, tout est amplifié, il y a des explosions de partout, il est trop fort, tout est plus spectaculaire. Ce qui donne des chorégraphies de combat vraiment intéressantes. J'ai trouvé l'intrigue géniale. Il y a le côté vie personnelle des personnages d'Emily Blunt et de Ryan Gosling, mais il y a aussi toute l'intrigue de l'acteur qui a disparu, du mystère, des problèmes globalement. Le film est très drôle, spectaculaire, très beau aussi. Clairement un bon film divertissant d'action. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. L'histoire de la première bataille au gouffre de Helm. Un guerrier banni du Rohan par le roi du Rohan revient pour se venger, obligeant les Rohirrim à se réfugier au gouffre de Helm pour survivre. Un film d'animation japonaise dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et en plus sur le Rohan, qui est mon peuple préféré du Seigneur des Anneaux, sur la première bataille au gouffre de Helm, sachant que la bataille du gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, est ma bataille préférée de l'histoire du cinéma. Je ne pouvais
pouvait qu'aimer ce film. En plus il y a beaucoup de refs au Seigneur des Anneaux, notamment par les musiques utilisées, qui sont les mêmes, et par le fait que tout le film nous est conté par Éowyn, avec la même actrice que dans les films qui revient pour jouer son rôle. Dans le film il y a aussi des personnages, des lieux, des créatures dont on a entendu parler ou qu'on a vu dans le Seigneur des Anneaux. Les personnages sont géniaux, l'animation est magnifique, ça fait vraiment plaisir de retrouver une œuvre dans le Seigneur des Anneaux et en plus au cinéma. Clairement ce film aurait eu la première place s'il n'y avait pas eu le premier, dont je vais vous parler après à la partie Instagram et vos films. Bienvenue dans notre première partie Instagram, celle consacrée à vos films préférés de 2024. Alors on va commencer par ceux dont j'ai déjà parlé, et donc où j'ai tout dit et où je serai d'accord avec vous. Donc dans cette catégorie il y a le film Red One, Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 ou encore Sonic 3. Maintenant on peut attaquer les films dont je n'ai pas parlé. En commençant par Dune 2, j'ai adoré ce film, il est encore mieux que le premier qui était déjà un banger. Bon par contre à partir de maintenant je n'ai pas vu les films que je vais vous présenter puisque c'est le principe, mais je me suis renseigné un minimum, c'est-à-dire que j'ai au moins regardé la bande-annonce pour chaque. Donc c'est parti pour le film Loup-garou que j'avais envie de voir, mais j'ai pas eu le temps de le voir encore, ça va être ça pour beaucoup des œuvres Instagram. En tout cas la série Loup-garou était géniale, et je vous en parle maintenant parce que j'en parle pas dans ma sélection des séries, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai juste oublié de la mettre. Mon ami le petit manchot, alors de ce que j'ai compris c'est Jean Reno et un manchot, et je crois que le manchot à un moment disparaît, du coup Jean Reno doit le retrouver. Voilà, si ce résumé vous donne envie de voir le film, ça sera réussi. Un petit truc en plus, bon j'ai pas besoin de vous le présenter je pense, ça a eu un petit succès quand même, donc évidemment on me l'a cité, alors moi je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je l'ai pas cité moi dans mes films, mais visiblement c'est un banger. Juré numéro 2, le nouveau Clint Eastwood apparemment, Clint Eastwood qui visiblement ne s'arrêtera jamais de faire des films, hein. Je connaissais pas du tout mais j'ai vu la bande-annonce du coup et ça a l'air d'être un banger effectivement. Tout comme le film suivant, La Zone d'intérêt, un film sur la Seconde Guerre mondiale et je vais pas en dire plus parce que YouTube aime pas du tout ça, mais qui a l'air de traiter ça d'une manière complètement inédite, de manière très originale, en même temps c'est un film A24, hein. Et on continue sur les films qui parle de la Seconde Guerre mondiale avec Une vie, l'histoire vraie d'un homme qui a sauvé des centaines d'enfants durant la guerre. Alors j'avais déjà entendu parler de cette histoire vraie mais je savais pas qu'ils avaient fait un film dessus, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Monsieur Aznavour, bon bah c'est un biopic sur Aznavour, il a l'air vraiment pas mal mais je l'ai pas vu, du coup je peux pas vraiment en dire plus. Pauvre créature, alors j'ai eu un doute sur est-ce que c'est sorti en 2024 ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vieux, et en fait c'est sorti en France en 2024, donc ça rentre dans le règlement, et je ne l'ai toujours pas vu. J'ai vraiment envie de le voir d'un côté, et de l'autre, je me trompe peut-être hein, mais j'ai l'impression qu'il y a du gore et j'ai énormément de mal avec ça, du coup ça me freine forcément. J'ai le même problème avec un autre film qui a l'air banger, The Substance. Visiblement ces deux films sont des masterclass et j'espère qu'un jour j'arriverai à les regarder. Gladiator 2, alors j'ai évidemment adoré le 1, j'avais très envie de voir le 2 mais j'ai pas eu le temps non plus. Du coup jusqu'à présent les films ne m'ont été proposés qu'une fois. On arrive dans ceux qui ont été proposés plus d'une fois, avec notamment 2 fois pour Beetlejuice. Je suis pas allé voir le deuxième parce que j'ai pas vu le premier, mais de ce que j'ai entendu c'est très fidèle à ce premier. Du coup si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aller voir le deuxième je pense. Et enfin celui qui m'a été cité 3 fois, donc votre film préféré de 2024, Le Comte de Monte Cristo. Du coup oui, j'en ai aussi déjà parlé, c'est une masterclass de film français, foncé. Et maintenant il est temps de passer à mon film préféré de 2024, le Laniakea Award, c'est parti. Et le Laniakea Awards du meilleur film de 2024 est attribué à Dune partie 2. Après avoir rejoint les Fremen dans le premier film, Paul Atreides doit faire un choix entre vengeance et guide, dans un monde qui devient de plus en plus extrême, alors que Arrakis et l'Imperium tout entier est au bord de la guerre. OMG ce film. J'ai découvert Dune avec le tout premier film de David Lynch tard l'époque, et le documentaire Jodorowsky's Dune, qui raconte comment le plus grand film de science-fiction de tous les temps n'a finalement jamais vu le jour. Je vous recommande très franchement ce film, et donc j'ai vu ces deux films quelques mois avant la sortie du premier Dune de Denis Villeneuve, pour faire une vidéo qui est sortie sur ma chaîne à l'époque, et donc quand Dune Partie 1 est sorti, j'étais en mode waouh, c'est magnifique, la musique est incroyable, l'univers est fou et super bien retranscrit, mais au niveau de l'action par contre, ouais bof, y a pas grand chose. Ce film, Dune Partie 2, corrige le tir. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le waouh, c'est magnifique, waouh, la musique est incroyable, waouh, l'univers est fou, mais déjà tout ça encore plus, et maintenant il y a aussi beaucoup d'action et de l'action bien fait. C'est pas juste de l'action pour mettre de l'action parce que dans le premier film il n'y en avait pas. Non, en fait c'est juste que dans le premier film il n'y en avait pas besoin parce que c'était l'introduction, mais maintenant il se passe des choses par contre. Avec ce film
film, c'est la confirmation que Dune est une des plus grandes licences de l'histoire, et elle est enfin reconnue à sa juste valeur. On a les 2 films de Denis Villeneuve, avec a priori un 3e en préparation, une série sur les Bene Gesserit qui s'appelle Dune Prophétie, qui est canon avec ces films, mais qui se passe bien longtemps avant, de très bons jeux comme Dune Spice War par exemple, ou le prochain MMO qui va sortir, qui racontera l'histoire de Dune si Paul n'était jamais né, et même un très bon jeu de société avec Dune Imperium. Franchement, en ce moment, les fans de Dune, on se régale. Et donc, Dune partie 2 mérite amplement son Laniakea Award du meilleur film de 2024. World Premiere. Bon, ben, on a sauvé tous les univers. Mais malheureusement, la menace n'est pas pour autant écartée. C'est pourquoi, tout en continuant de parler de lore et d'histoire de jeux vidéo, nous passons aux choses sérieuses. À partir de maintenant, nous sommes les protecteurs du multivers, et pour ça, on va avoir du boulot. Bienvenue dans le Laniakea Museum, saison 2. Nous voici donc dans la deuxième catégorie dans laquelle on va parler de jeux vidéo. Alors pour les jeux vidéo, la règle c'était encore une fois que ce soit sorti en 2024. Il peut y avoir des remakes, des remasters, c'est pas un problème. Il peut même théoriquement y avoir des DLC. Par contre j'évite de mettre des jeux services qui sont sortis il y a longtemps et qui ont juste une mise à jour cette année, parce que sinon on en parlerait tous les ans tout simplement, par exemple Fortnite. En revanche les jeux services qui sont sortis cette année, ça oui. Commençons directement avec le premier jeu, Helldivers 2. La Terre entière est unie sous la bannière de la Super Terre. Vous êtes un soldat qui vient juste de réussir son test. Vous êtes alors directement envoyé en mission pour répandre la démocratie. Vous êtes un Helldivers. C'est la suite de Helldivers 1 que je n'ai pas joué et qui était bien différent. Là c'est un jeu multi massivement, alors c'est pas un MMO, en fait vous rejoignez des parties jusqu'à 4 joueurs, c'est en ligne, vous pouvez jouer avec vos amis mais vous pouvez aussi rejoindre des parties d'autres gens. Et en fait une partie c'est une mission sur une planète. Et une mission réussie ça contribue à l'avancement total de tous les joueurs. Parce qu'en fait la map, l'avancée des ennemis et l'avancée des joueurs est commune. Et les ennemis c'est des insectes, des robots et maintenant il y a même des zombies. Il y a une grosse vibe Starship Troopers évidemment, dans le fait que c'est un état totalitaire qui envoie des jeunes se battre sur des planètes contre des insectes. Et en fait on sait pas vraiment qui sont les méchants dans l'histoire. Le jeu est super fun dans le sens où vous pouvez tuer vos alliés. C'est très chaotique donc forcément il y a énormément de moments marrants. Ce qui donne du coup comme j'ai dit des moments très drôles mais aussi des moments très épiques. Quand le vaisseau de repli arrive et que vous vous sacrifiez pour que vos amis puissent partir avec des centaines d'insectes qui commencent à vous submerger mais que vous êtes sauvé in extremis par vos alliés qui ne vous ont pas abandonné. Vraiment l'ambiance est folle et tout ça c'est renforcé par le fait que tout le monde est RP. Les joueurs qui en parlent sur internet sont RP, les développeurs sont RP, leurs pubs, leurs annonces de DLC, tout est dans le RP. Non vraiment c'est fou ce qui se passe avec Helldivers et je vous le recommande très fortement. Pokémon TCG Pocket. Bon y a pas d'histoire dans le jeu, vous collectionnez juste des cartes Pokémon. Et c'est bien la première fois qu'il y a un jeu mobile dans cette catégorie. Je suis pas très jeu mobile en fait, je joue très peu sur mon téléphone, mais bon celui-là évidemment je l'ai testé, évidemment j'y joue tous les jours. Ce jeu est génial, en fait j'adore les cartes de base, je suis un immense collectionneur de tout et donc les cartes évidemment aussi. Donc dans le jeu moi mon truc c'est pas spécialement avoir les plus rares, c'est toutes les avoir. Donc voilà, pour les collectionneurs le jeu est génial, mais pas que, pour les combats aussi. Je fais partie des nombreuses personnes qui ont collectionné les cartes Pokémon et qui n'ont jamais vraiment joué au jeu. Et là enfin j'ai pu comprendre les règles et jouer à Pokémon grâce à l'application. Alors une version simplifiée bien sûr, mais c'est très cool. En fait la dernière fois qu'un jeu mobile m'a autant pris, c'était Pokémon Go. Y a pas à dire, Pokémon Company sont très forts. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. L'histoire commence quand Zelda est prisonnière de Ganon et que Link vient la sauver. Sauf qu'il rate, il se fait prendre dans un piège, mais arrive quand même à sauver Zelda, mais lui n'en échappe pas. C'est donc à Zelda de sauver Link, mais aussi son père et en fait tout le royaume d'Hyrule. C'est la révolution que les Zelda 2D attendaient depuis si longtemps. Ce jeu c'est vraiment Breath of the Wild pour les Zelda 2D. Ils ont pris la formule vieillissante des anciens Zelda et l'ont réanimé notamment avec les pouvoirs qu'a Zelda dans ce jeu, qui donne une liberté aux joueurs comme on n'a jamais eu dans ce genre de jeu Zelda. Ce qui fait que c'est un Zelda à l'ancienne, 2D, mais on n'est plus enfermé par sa narration, on est complètement libre. On aura 1000 façons de résoudre tous les problèmes. Et puis ce style graphique qui a déjà fait
ses preuves avec Zelda Link's Awakening, revient ici encore plus beau, et surtout avec de nouveaux monstres, de nouveaux peuples, enfin d'anciens mais qu'on n'avait jamais vu en 2D par exemple, et puis surtout, enfin on joue Zelda. Si je me trompe pas, c'est le tout premier jeu Zelda non Philips CDI et non spin-off où on peut jouer Zelda. Et c'est vraiment cool et j'espère beaucoup qu'on aura d'autres jeux avec elle, notamment aussi en 3D. Princess Peach Showtime. La princesse Peach va au théâtre quand une sorcière maléfique enferme tout le monde dans le théâtre et prend possession des pièces. La princesse doit alors aller dans chaque pièce pour les sauver. Après avoir joué Zelda dans Echoes of Wisdom, on joue maintenant Peach. Enfin, même si en réalité le jeu Peach est sorti avant, mais bref. Peach, elle a déjà eu des jeux. Enfin, elle en a eu un en fait, je crois, sur DS, auquel je n'ai pas joué, donc c'est la première fois que je joue Peach dans son jeu à elle, parce qu'évidemment, elle était jouable dans d'autres jeux Mario. Et le principe est banger, hein. Chaque pièce représente un thème. On a les chevaliers, les cowboys, les ninjas, et dans chaque pièce, Peach aura un nouveau costume qui lui donnera de nouveaux pouvoirs. Et ce pouvoir change le gameplay. Du coup, le gameplay change tout le temps, ce qui est génial. En plus, vu que c'est des niveaux très courts, le 100% est plutôt simple à avoir, et moi j'adore faire le 100% des jeux. Il y a juste deux défauts. Le premier, c'est que c'est un poil trop simple quand même, genre vraiment trop. Il y a aucune difficulté dans ce jeu. Et le deuxième, c'est que la Switch galère. Et je sais qu'on arrive en fin de vie de la console, mais il serait temps d'annoncer la Switch 2 Nintendo. Alors on sait qu'elle sera annoncée avant mars 2025. Il est temps, hein, parce que vos jeux commencent à vraiment galérer. Surtout que je pense pas que le jeu Peach soit celui qui demande le plus de ressources. Dragon Ball Z Sparking Zero. C'est le nouveau Tenkaichi Budokai. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'était une licence du coup de jeu Dragon Ball. Globalement, c'est des jeux de combat en 3D. Vous connaissez forcément ce style de jeu parce que tous les mangas ont fait ce genre de jeu, mais les meilleurs, ça a toujours été les Tenkaichi Budokai. Et ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de nouvel opus. Donc là, quand il a été annoncé, c'était fou. Quand il est sorti, c'était fou. Et quand tu auras les prochains DLC, ça sera fou. Ce jeu est une masterclass. Le roster est parfait. Enfin, presque. Mais il y en a pour tout le monde. Il y a du Dragon Ball Z, du Dragon Ball GT, du Dragon Ball Super, des OAV, donc les anciens films Dragon Ball. Ce qui fait que les anciens fans peuvent jouer leurs personnages et les nouveaux fans peuvent jouer les leurs. Par exemple, vous pouvez faire s'affronter l'ancien Broly contre le nouveau. Il manquerait quand même, à mon goût, plus de personnages de Dragon Ball tout court. Donc évidemment, là, je parle de quand Goku est enfant, parce qu'il y a Goku enfant, mais c'est tout, il me semble. Et il manquerait aussi des personnages du manga actuel Dragon Ball Super. Et vu que là, il y a que des personnages de l'animé, il manque des personnages très importants. Et évidemment, il manque aussi des personnages de Dragon Ball Super Hero, qui est le dernier film sorti à l'heure actuelle, et Dragon Ball Daima, mais les deux vont arriver en DLC. Il est pile le jeu qui manquait à Dragon Ball, parce que comme je le dis souvent, il y a déjà un très bon jeu 2D de combat avec Dragon Ball Fighter Z, il y a un très bon jeu RPG d'aventure avec Dragon Ball Kakarot, il manquait un très bon jeu de combat 3D, et maintenant on l'a avec Sparking Zero, Marvel Rivals. Alors c'est Overwatch, ou Paladin pour ceux qui ont connu plus Paladin qu'Overwatch, mais avec des persos Marvel. Donc globalement c'est du 5v5, je crois qu'il y a aussi du 6v6 mais je suis pas sûr, et il y a des parties où il faut juste capturer un objectif au milieu, il y a des parties où il faut faire avancer un objectif ou le défendre, et ce jeu est trop bien tombé. Il arrive au moment où tous les concurrents ont disparu. Paladin, on n'en entend plus parler, Overwatch 2 du coup, on en entendra bientôt plus parler, et Marvel Rivals, il sort, et c'est une masterclass. Déjà la DA est incroyable, pour tous les persos, ils ont leur style propre qui n'est pas celui du MCU, qui n'est pas celui des comics, bien qu'il y ait des skins du MCU évidemment, mais surtout, les personnages sont super bien choisis. Déjà, le jeu s'appuie sur le multiverse, ce qui permet de faire venir n'importe quel personnage, ils ont vraiment le choix infini, et de tous les persos possibles pour l'instant, ils ont pris des très connus, il y a évidemment Hulk, Spider-Man, Iron Man, Venom, mais ils ont aussi pris des beaucoup moins connus. Je pense à Cloak and Dagger, Magic ou encore Luna Snow. Et ça c'est vraiment cool je trouve. En plus le jeu est gratuit, il y a plein de skins gratuits. Si vous achetez le pass de combat, il est débloquable à vie. C'est-à-dire que même quand il y aura un nouveau pass de combat, vous pourrez toujours débloquer des choses dans le premier. Clairement le jeu est vraiment free to play et c'est assez rare pour le souligner. Et il est aussi extrêmement fun, franchement si je m'étais pas forcé à moins y jouer, cette vidéo serait sortie beaucoup plus en retard. Star Wars Outlaws. Kaive c'est une voleuse hors pair. Le problème c'est qu'elle a volé les mauvaises personnes. Elle se retrouve donc embarquée dans une guerre entre les syndicats du crime. Le premier monde ouvert Star Wars. Alors je sais hein, qu'il y a un ras-le-bol un petit peu au niveau de ces mondes ouverts un peu sans âme et tout ça, mais pas moi. En fait j'arrive à accepter les limites de ce genre de monde ouvert pour pas que ça me dérange et pouvoir profiter de leur qualité. Et ce que j'aime avec Star Wars et donc avec les jeux Star Wars, c'est quand il y a des liens entre les histoires. En ramenant par exemple certains personnages qu'on connaît déjà, ou juste une certaine planète, une certaine espèce d'alien. J'adore ça. Et dans ce jeu, il y a de ça. Ce que j'aime aussi avec ce jeu, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut dans l'univers Star Wars. Alors ce qu'on veut, c'est un bien grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de jeu, j'aime la liberté pour aborder une mission. On peut la faire discrètement, on peut la faire pas discrètement, on peut la faire rapidement, on peut la faire très lentement. Et donc dans ce jeu, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on puisse rejoindre un syndicat du crime, le trahir, en rejoindre un autre, et que du coup les PNJ n'auront pas la même interaction avec nous. Tout ça fait que j'aime beaucoup ce jeu, et que je vous recommande de vous faire votre propre avis en y jouant. Kunitsugami Pass of the Goddess. On joue un soldat qui doit protéger
protéger une prêtresse qui, elle, doit danser le long d'un chemin pour refermer une porte démoniaque. Le jeu est donc en deux parties. La partie jour où on prépare la nuit, donc en plaçant des gardes, en regardant le terrain, en regardant le chemin que va emprunter la prêtresse, et la partie nuit où les démons vont sortir de la porte et où il va falloir défendre la prêtresse. Globalement, c'est une sorte de tower defense, sauf que notre cible à défendre, plus le niveau avance, plus elle se déplace vers les ennemis. Et donc c'est plus dur de la défendre. Le jeu est magnifique, la DA est folle, il y a un côté très Okami dans la DA. La musique évidemment est géniale, mais vraiment le truc du jeu c'est le côté stratégique. Pendant le jour, préparer sa nuit au maximum pour que la nuit soit plus simple à gérer, et la nuit se battre avec un système de combat qui est très cool, qui repose sur des combos très simples à faire, et c'est visuellement magnifique. Indiana Jones et le cercle ancien. Indiana Jones est un professeur et aventurier. Un jour il se fait attaquer directement dans son université par quelqu'un qui vole un objet. Indy part donc vers l'Italie pour élucider cette affaire. Tout le monde connaît Indiana Jones, une licence vraiment très connue du cinéma, sauf que là c'est un jeu next-gen à la première personne, avec des cinématiques de fou. Le personnage d'Indiana Jones ressemble comme deux gouttes d'eau à Harrison Ford. En plus le jeu commence par la scène iconique où le rocher lui roule après, mais le jeu après est une histoire originale, ce n'est pas du tout une adaptation d'un des films. J'ai envie de dire, enfin Xbox a son Uncharted, mais en plus avec une licence très connue déjà, et en première personne. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse régler le jeu en exploration non guidée. On peut choisir entre avoir les quêtes affichées et ne pas les avoir affichées et essayer de se débrouiller. Ce qui est plus dur mais qui rend l'exploration bien meilleure. Astrobot. Astrobot vole avec ses potes dans l'espace sur sa PS5 quand un extraterrestre attaque et explose la PS5. Astro doit donc aller rechercher tous ses potes et réparer sa PS5. Le GOTY de l'année, donc GOTY c'est le Game of the Year au Game Award, le jeu de l'année. C'est clairement le meilleur platformer de l'année, c'est la suite directe de Astro Playroom, qui n'était pas un vrai jeu mais la démo de la PS5, et en réalité il y a eu plein d'autres jeux Astro, mais c'était toujours des démos techniques, pour la PlayStation Camera, pour le PlayStation VR, bref, jamais des vrais jeux. Là, Astrobot c'est le premier vrai jeu Astro. Et c'est génial, donc c'est un platformer en 3D, donc vraiment old school, mais next-gen évidemment. Il y a énormément d'easter eggs à toute l'histoire de la PlayStation, à toute l'histoire aussi du jeu vidéo, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas des jeux PlayStation, mais qui sont sortis sur PlayStation. J'espère vraiment qu'il y aura un autre jeu Astro un jour, et je pense que ça va être le cas vu le succès du premier. Par exemple, exploiter à fond les niveaux où on joue avec le pouvoir d'un personnage, en faisant une sorte de parc d'attractions à la Nintendo Land, où chaque attraction représenterait un jeu PlayStation. Et puis évidemment, le 100% est génial à faire, donc j'adore. Il me reste encore le Laniaka Awards à vous présenter, mais avant ça, on va voir vos jeux sur Instagram. Nous revoilà dans la partie Instagram pour vos jeux vidéo préférés de cette année 2024. Et on commence avec Clash of Clans. Oui, évidemment, Clash of Clans n'est pas sorti en 2024. Si vous n'avez pas vu les précédents Laniaka Awards, c'est un running gag. Clash of Clans revient tous les ans. Donc évidemment, il est de retour. Passons du coup aux jeux que vous m'avez proposés qui sont réellement sortis en 2024, en commençant par ceux dont j'ai déjà parlé. Donc vous m'avez dit Star Wars Outlaws, Astrobot et Zelda Echoes of Wisdom. Et des jeux dont je n'ai pas encore parlé, vous m'avez proposé Mario Party Jamboree. Et celui-là, j'ai juste oublié de le mettre en fait parce que j'ai complètement joué, c'est complètement un banger. C'est le meilleur Mario Party depuis très longtemps. Il est super complet, il y a beaucoup de terrains, beaucoup de mini-jeux, mais il y a aussi beaucoup de modes de jeu. Vous n'êtes pas obligé de jouer à Mario Party comme à l'ancienne. Il y a des jeux de rythme, il y a une sorte de Battle Royale, il y a des parties classées. C'est clairement Mario Party Ultimate. Little Kitty in Big City. Alors c'est un jeu où vous jouez un chat, visiblement, dans une grande ville. Je dirais même un petit chat dans une grande ville au vu du titre. Globalement, ça a l'air d'être une sorte de monde ouvert un peu sandbox, où vous pouvez faire des sortes de quêtes secondaires pour avoir des trucs. J'aime beaucoup ce style de jeu, mais celui-là j'ai pas du tout joué. Lego Horizon. Ce jeu a l'air très cool, j'ai vraiment envie d'y jouer. Là encore une fois j'ai pas eu le temps, surtout qu'il est sorti vers la fin d'année celui-là. J'ai adoré Horizon Zero Dawn, j'ai pas encore joué au deuxième, mais j'aime beaucoup cet univers, donc en Lego ça peut être très cool. Monument Valley 2. C'est un jeu qui est sur mobile, qui est aussi sur Netflix je crois d'ailleurs, maintenant ils ont des jeux Netflix. Alors c'est un jeu d'énigmes où il faut faire tourner le terrain un peu comme Fez, sauf que là c'est pour jouer avec la perspective pour trouver le chemin et réussir du coup les énigmes. Donc si vous cherchez un jeu mobile pour faire passer le temps, n'hésitez pas. Et enfin, alors c'est pas vraiment le gagnant, c'est pas votre jeu préféré, parce qu'il a été cité une fois comme tous les autres, puisque les jeux vidéo c'est toujours la catégorie où j'ai le moins de propositions, mais c'est tout de même le dernier jeu dont on va parler dans cette catégorie, Sonic X Shadow Generation. J'étais trop hype par ce jeu, notamment parce qu'il est arrivé à peu près au moment de la hype pour Sonic 3 le film, et donc au moment où je m'intéressais encore plus à Sonic, et le pire c'est que je l'ai, il est là, j'ai juste pas encore eu le temps d'y jouer non plus, mais ça va arriver. En tout cas c'est fini pour vos jeux vidéo préférés de 2024, passons du coup à mon top 1, mon jeu vidéo préféré de l'année, avec le Laniaka Award. Et le Laniaka Awards du meilleur jeu de 2024 est attribué à Prince of Persia The Lost Crown.
Le prince de Perse a été kidnappé et vous et votre équipe, en tant que meilleurs soldats du royaume, devez aller le sauver. Pour ça, vous entrez dans une montagne magique où vous êtes maintenant bloqué et qui renferme visiblement des secrets, des choses étranges, notamment avec le temps. Déjà, le jeu est magnifique. C'est un Metroidvania, genre que j'adore, qui consiste en fait à un labyrinthe, bien souvent en 2D, je sais pas si ça existe en 3D, où en fait, il n'y a qu'une seule map, il n'y a pas de niveau, mais vous ne pouvez pas accéder à tous les endroits de la map car vous n'avez pas les compétences pour. Il vous faut donc trouver un pouvoir pour accéder à une autre partie de la carte. Et ainsi de suite en faisant plein d'allers-retours et en débloquant des nouvelles zones. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveau vrai jeu Prince of Persia. En plus on est sur un jeu français vu que c'est Ubisoft Montpellier. Et surtout on revient aux bases de Prince of Persia parce que Prince of Persia a été très connu notamment avec les Sables du Temps, qui est d'ailleurs juste là sur Gamecube. Donc avec des jeux 3D, mais de base Prince of Persia c'est une licence en 2D. D'ailleurs il y a eu un autre jeu Prince of Persia en 2D cette année, qui est il me semble plus un roguelike, mais je n'y ai pas joué donc je ne peux pas plus vous en parler. Mais clairement avec ces deux jeux plus les Sables du Temps remake qui est toujours prévu théoriquement, Prince of Persia revient sur le devant de la scène et c'est très cool. En tout cas pour The Lost Crown, les combats sont fluides, il y a une certaine difficulté quand même mais c'est très cool, du coup le jeu n'est pas trop simple, et l'exploration est géniale, ce qui est un bon point pour un Metroidvania. Donc oui, Prince of Persia The Lost Crown mérite amplement son titre de l'Anyaka Awards du meilleur jeu vidéo de 2024. On enchaîne donc avec la troisième catégorie, les musiques. Commençons avec notre première œuvre, Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Billie Eilish évidemment, elle a déjà gagné un Lanyaka Awards les années précédentes. Elle revient ici avec un nouvel album masterclass comme d'habitude, qui pour moi est la synthèse parfaite entre ses deux précédents albums, qui étaient très différents l'un de l'autre. Là on est sur une synthèse des deux, et cette synthèse aussi améliore. C'est-à-dire que les choses qui ressemblent au premier album ou les choses qui ressemblent au deuxième album sont là mais encore meilleures. Et comme chaque année je trouve ça super dur de parler de musique sans vous faire écouter, et vu qu'on est sur YouTube je peux pas vous faire écouter, donc du coup je vais plutôt vous conseiller des sons pour découvrir cet album et cet artiste. Donc pour Hit Me Hard and Soft je peux vous conseiller Chihiro, The Greatest et Blue, sachant évidemment que pour tous les albums dont je vais parler dans cette catégorie, j'ai adoré pratiquement tous les sons, donc je vous conseillerai les projets en entier, mais là il faut bien faire un choix, donc je me limiterai à 3-4 chansons par album. Osmine de Zine. Zine qui est une rappeuse que j'ai découvert dans la ZZCC mixtape, et du coup je me suis mis à écouter ces projets que j'ai beaucoup aimé, mais je trouvais qu'il manquait encore un petit truc, et c'est cet album qui me prouvera que ça y est, il manque plus rien. J'aime trop son style, ses paroles, qui est assez particulier, je saurais pas le décrire parce que je ne sais pas parler de musique comme d'habitude, et comme son je vous conseillerais La Reine et la Lune, Baleine, Mes Ailes, et enfin Baby Voice, Clancy de 21 Pilots. 21 Pilots c'est un groupe de rock on va dire, pareil on les a déjà vus dans les Lanyaka Awards avec leur précédent album, et je dois vous dire que ça a été dur les Lanyaka Awards de cette année au niveau musique. Il y avait trop de concurrents pour la première place. Et Clancy en faisait partie. Ça fait partie des 3 albums que j'ai saigné. J'ai fait une vidéo tout entière sur le lore de 21 Pilots, donc d'ailleurs si vous voulez aller la voir n'hésitez pas. Mais donc là on va en parler juste musicalement. Clancy a 0 flop à son actif. 21 Pilots que j'ai décrit comme un groupe de rock, mais ils font pas du tout que ça vu qu'en fait c'est un mélange de genres. C'est super varié et vous allez voir que c'est un truc qui revient souvent dans les albums de ma sélection, et notamment dans celui-là et les 2 autres dont on reparlera. Comme son je peux vous conseiller Oldie Station, Overcompensate, Routine in the Night et Paladin Straight. Romance de Fontaine DC. Groupe de rock irlandais que j'ai découvert avec cet album, et à vrai dire on m'en a parlé, on m'a fait écouter 2-3 sons de eux avant que l'album ne sorte, et j'aimais bien mais sans plus, donc j'ai écouté l'album, et là j'ai été choqué de l'album. Bon, on passera sur la DA chelou de l'album, la style année 2000 moche, que j'adore évidemment. Ce que j'aime beaucoup avec cet album, c'est que c'est entre le rock presque punk, et le rock très lent, très planant, que j'adore aussi, et le mélange est incroyable. Et ce, dès le premier son de l'album, qui s'appelle Romance. Vraiment cet album est à écouter, et Fontaine DC est à suivre. Et comme autre son, je peux vous conseiller Desire, Sundowner et In the Modern World. Negative Spaces par Poppy. Ah, Poppy, très compliqué de résumer son histoire là tout de suite, et pourtant un peu nécessaire parce que vous la connaissez peut-être d'avant, donc de ses vidéos un peu cheloues sur YouTube, ou de ses premiers projets qui étaient de la pop un peu chelou. Pour la faire courte, sachez qu'elle a changé de DA, et que maintenant elle fait du métal, et du très bon métal. Elle fait notamment la première partie de Baby Metal. On parle d'elle assez souvent dans les Lanyaka Awards parce qu'elle est assez productive. Genre, elle a sorti un album l'année dernière, et elle en ressort un cette année. Elle fait plusieurs styles
de métal, hein, du métal assez violent là dans ses premiers albums métal, à aujourd'hui là sur ce nouvel album on est plus sur du métal style Evanescence plus violent, Bring Me The Horizon, mélangé à de l'hyperpop, même si Bring Me The Horizon c'est déjà un peu hyperpop en vrai. En tout cas c'est génial. Si vous aimez les performances artistiques, suivez-la, elle est très forte. Si vous aimez le métal, suivez-la, elle est très forte. Et comme son je peux vous conseiller The Cost of Giving Up, Vital, Nothing et Halo. Brat par Charli XCX. Bon, tout le monde connaît non? Brat a eu un petit succès là durant l'été. Charli XCX qui est une artiste hyperpop en tout cas là pour cet album. Alors j'ai une relation un peu particulière avec cet album parce qu'en fait je connaissais Charli XCX juste de nom là durant toutes ces années. Puis Brat est sorti, ça a eu le succès que ça a eu donc j'en ai entendu parler forcément. Et je me suis dit bah vas-y je vais essayer. Et j'ai pas réussi, hein, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à l'écouter en entier. Mais comme je fais très souvent quand j'arrive pas à accrocher un album, je me suis dit je retenterai un autre jour. Et j'ai retenté et j'ai toujours pas accroché. En fait hyperpop oblige, le style est très chelou au début. Mais j'ai réessayé une troisième fois et là ce fut la révélation. J'ai accroché direct, aucune difficulté à apprécier les sons et c'est devenu un de mes albums préférés. C'est notamment le deuxième des 3 albums que j'ai saigné. Donc Brat aurait aussi pu avoir la première place s'il n'y avait pas eu l'album qui a finalement eu la première place. C'est tellement innovant, varié. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui revient souvent, le fait qu'il y ait un mélange de musicalité, un mélange de genres. J'adore ça dans la musique. Et vous allez voir que ça vient peut-être pas de nulle part en voyant mon numéro 1. J'ai encore plus que les autres albums envie de vous conseiller tous les sons de l'album, mais il a fallu faire un choix, donc je vous conseille 360, celui-là je vous épargne l'accent anglais, Everything is Romantic, B2B, et le meilleur son de l'album, I Think About It All The Time, Tank par Idols. Alors je ne sais pas du tout si le titre de l'album ça se prononce comme ça, en tout cas Idols c'est un groupe de rock britannique que j'ai découvert en tant que Fontaine d'ici, et donc avec cet album aussi, et là aussi étonnamment on est sur un mélange des styles. Il y a du rock, du punk, et même du woodkid, oui c'est un genre à part entière. En fait mon son préféré de l'album c'est Gospel, et le style c'est 100% woodkid. Hein. En fait il y a juste la voix qui est pas la même, mais sinon ça pourrait être une chanson de woodkid. Et c'est le plus gros compliment que je pourrais faire à cet album. Franchement il y a de tout dans cet album, en plus il est assez long, donc il y a vraiment de tout. Et pourtant ça garde quand même une cohérence, hein. C'est quand même un album cohérent, même si je suis toujours pas sûr de comment on prononce le titre. Alors qu'en plus ça doit être très simple. Hein. Et donc comme son, bah, je vous conseille Gospel évidemment, mais aussi Monolith, Pop 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 et ID01 qui est le tout premier son et qui déjà pose les bases. Hein. Songs of a Lost World par The Cure. The Cure est un groupe iconique des années 80, c'est notamment eux qui ont fait Boys Don't Cry par exemple, hein, qui est leur plus connu je pense. Et je connaissais quelques de leurs chansons avant et j'adore leurs chansons, ça fait partie de mes chansons préférées de rock et pourtant j'ai jamais pris le temps de m'intéresser plus au groupe. Mais c'est parfait parce qu'ils ont sorti un nouvel album après des années à ne rien sortir, hein. C'était pas du tout un groupe qui était actif. Et cet album est génial parce qu'ils restent dans leur style des années 80, on reconnaît la guitare du guitariste, la voix du chanteur, il y a vraiment ce style The Cure, mais à la fois c'est mis au goût du jour, notamment en devenant une sorte de Pink Floyd, genre les chansons durent toutes minimum 5 minutes, avec les paroles qui commencent après 3 minutes de son, et donc une intro qui arrive progressivement durant les 2 premières minutes, avec notamment le dernier son qui est aussi le meilleur de l'album, qui dure 10 minutes. Mais du coup là je suis extrêmement fan de cet album, il combine parfaitement The Cure de l'époque que j'adore, et le style de musique progressiste que j'adore aussi. Alors le problème avec ce genre d'album du coup, qui sont très dans la contemplation en fait du son, très dans le tu écoutes l'album dans l'ordre et en entier, le problème c'est que je sais pas vraiment différencier les sons. Donc pour vous les conseiller c'est compliqué, à part vous conseiller d'écouter l'album en entier. Si vous voulez avoir un avant-goût, vous écoutez le premier son ou le dernier, End Song, qui représente tout l'album en fait. C'est-à-dire que si vous aimez ce son, écoutez l'album. Season par Pomme. Pomme qui est déjà passée plusieurs fois dans les Lanieke Awards, et là elle revient avec un album qui représente les saisons, hein, d'où le nom. En fait chaque saison est composée de 3 sons, qui représentent en fait les 3 mois de cette dite saison. Donc ces 3 sons par saison sont différents, mais ont un thème commun, un style commun. En fait globalement Pomme s'est réveillée un matin et s'est dit Vivaldi les 4 saisons, c'est pas mal ça, si je faisais mieux, c'est vraiment exceptionnel. Je peux même pas vous conseiller le son pour les mêmes raisons que l'album de The Cure, mais aussi parce que vous conseillez un son donc un mois, ça n'a pas de sens, il faut écouter la saison en entier, et au mieux l'année en entier. D'autant plus que comme j'ai dit, voilà, c'est comme The Cure, on sait pas vraiment où les sons s'arrêtent, dans une même saison en tout cas. La transition est parfaite, c'est vraiment de la musique classique moderne. Clairement l'album est à écouter d'une traite, j'adore que chaque mouvement a son style, et Pomme a super bien retranscrit ce que les saisons nous font ressentir par ce style, si bien que mes saisons préférées dans l'album sont les mêmes que dans la vraie vie. Je vous conseille donc fortement l'hiver et l'automne. Oui, je fais partie de la team hiver. La BO d'Arcane saison 2 par plein d'artistes. Comment ça, une BO, donc bande originale pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que c'est la musique de la saison 2 d'Arcane. Alors en fait cette BO est un peu particulière, c'est plus un album qu'une BO. Parce que normalement dans une BO, très souvent il y a aussi des musiques qui sont utilisées dans le film ou dans la série, mais pas des chansons, des musiques d'ambiance, des musiques pour le film. Ce qui fait qu'une BO, j'arrive pas à l'écouter hors du film. Je m'ennuie très vite. Même mes BO préférés de mes films
film préféré. C'était d'ailleurs un peu le cas avec la BO de Arcane saison 1. Mais là non, c'est un vrai album. Il y a que des sons qui sont des chansons, faits par des vrais artistes qui sont des chanteurs, des chanteuses, des groupes. Ce qui fait qu'on a un album construit comme un album, avec une intro, une conclusion même, une cohérence globale, qui est facilement écoutable hors de la série. Du coup oui, on va parler d'Arcane, mais seulement musicalement ici, parce que on est dans la partie musique. Déjà la BO partait super bien parce qu'il y a plein d'artistes que j'adorais déjà avant. Je pense notamment à 21 Pilots, Pomme, Stromae, Fever 333 ou encore Linkin Park et Woodkid. Mais il y en a plein d'autres que j'ai découvert avec cet album. Je pense notamment à D4VD, David, je sais pas comment ça se prononce, ou encore Marcus King pour ne citer que, sachant que pour moi il y a zéro flop dans cet album non plus. Tous les sons sont incroyables. Multi-artiste oblige, il y a plein de styles différents, donc j'adore évidemment. Pour moi la qualité est bien plus supérieure à ceux de la saison 1 alors qu'il y avait déjà une énorme qualité dans la saison 1. Les chansons parlent aussi bien du lore de League of Legends que de notre vrai monde à nous. Les styles vont de la pop au métal, ça n'a aucun sens et j'adore. Et comme son, je pourrais notamment tout vous conseiller, mais on va se limiter. Remember Me, Fantastic, Ma meilleure ennemie, Isha Song, The Line et évidemment To Ashes and Blood. Donc oui, regardez Arcane, mais aussi écoutez Arcane. Et avant de parler de mon album préféré de l'année, passons à vos albums préférés que vous m'avez conseillés sur Instagram. Bienvenue dans la partie Instagram de vos musiques préférées de l'année. Alors comme j'ai dit, il y a des albums mais pas que parce que je vous ai pas donné de limite. Vous avez pu me citer des singles, des EP et tout ça. C'est toujours la catégorie où j'ai le plus de propositions, donc on va aller assez vite. Déjà on va commencer par ceux dont j'ai déjà parlé. Donc notamment vous m'avez cité la BO d'Arcane, comme quoi je ne suis pas le seul à considérer ça comme un vrai album. Mais aussi deux singles de cette même BO, The Line et Ma meilleure ennemie. Le nouvel album de The Cure, Songs of a Lost World. Et Tank, on va dire que ça se prononce toujours comme ça, de Idols. On enchaîne ensuite avec les musiques que j'ai écouté mais que j'ai pas pu mettre parce que je me suis limité à environ 10 pour chaque catégorie, mais vous me les avez cités donc tant mieux. Donc on a Savior, le nouvel album de Green Day, et Les larmes dans les poches de Misty. Bon, Green Day on en a déjà parlé dans les Lanyaka Awards des années précédentes, je pense que vous connaissez. Et Misty c'est un groupe que j'ai découvert cette année et je dirais que c'est entre Téléphone le groupe et le groupe La Femme. Je pense que c'est la meilleure comparaison que je puisse faire, mais allez écouter, c'est banger. Ok, pour la suite j'ai essayé de faire des regroupements, même si la plupart c'est des regroupements de 1, donc c'est pas vraiment des regroupements. On a donc deux singles de Pierre Garnier, Ce qu'on était et Nous on sait, mais aussi La pluie de Louane, et enfin Recommence-moi de Santa. Je les ai classés ensemble parce que c'est des musiques qui sont pas mon style, du coup je les écoute pas d'habitude, là je les ai écoutés vite fait parce que j'ai écouté vite fait tous les morceaux que vous m'avez proposés, mais je sais que ces sons trouveront sûrement de leur public parmi vous, donc je vous les présente. On enchaîne avec Caspian Tiger de Beyrouth. Comme tous les autres j'ai écouté et c'est vraiment banger, c'est pile dans le lent et dans le planant que j'adore. Très différent, on enchaîne avec The New Sound de Jordi Grip qui est plus jazz blues. Alors j'ai beaucoup de mal avec le jazz et le blues, en fait j'aime bien mais avec modération, mais si vous aimez ça n'hésitez pas. Ensuite on a B-Elite, Slaughter to Prevail, du métal, là aussi on change d'ambiance, ça a l'air d'être du bon métal en revanche, et de ce que j'ai écouté il y a une petite touche de symphonique, peut-être que c'est complètement du symphonique, je ne sais pas, parce que j'ai évidemment pas écouté toutes les discographies de tout ce que vous m'avez proposé, ça prendrait des années. On enchaîne donc avec Wall of Eyes de The Smile, qui est un groupe avec notamment deux anciens membres de Radiohead, je ne savais même pas, et clairement c'est du Radiohead mais aujourd'hui, donc banger, pas besoin d'en dire plus je pense. Ensuite Faïence d'Azur de Scone, j'avais déjà entendu quelques sons de Scone, celui-là je connaissais pas du tout mais il est vraiment pas mal. Il y a des petites vibes 90-2000 que j'adore, à mon avis celui-là il est à noter. Chaka Ponk de Chaka Ponk, je pense que tout le monde connaît Chaka Ponk, hein, un groupe d'électro-rock, bah là on est globalement dans la même DA, si vous aimez ce style, n'hésitez pas. Ensuite Babyfoot d'après-garde, quel énorme banger. En fait vu que c'est un single, je l'ai pas mis moi dans ma sélection parce que je me suis concentré sur les albums, mais sinon je l'aurais clairement mis, allez l'écouter, vous le regretterez pas. Et on finit, enfin presque, avec Eau salée d'Amantique, qui est un single de rock punk français, énorme banger, en plus ça raconte une histoire les paroles, et Was Album des Spaghetti Slut, là aussi, et même encore plus je dirais on est sur du rock punk français, donc si vous aimez ça, foncez parce que c'est vraiment fort. Et donc on finit vraiment cette fois-ci avec ceux que vous m'avez cités plus d'une fois, en commençant par un que vous m'avez cité deux fois, Romance par Fontaine d'ici. Bon bah j'en ai déjà parlé, vous savez que j'adore, et visiblement vous aussi, donc c'est génial. Et enfin ce n'est pas un mais deux albums que vous m'avez cités trois fois et qui sont donc vos albums préférés de cette année 2024. On a donc Clancy de 21 Pilots, voilà j'en ai déjà parlé aussi, ça ne m'étonne pas du tout que ce soit votre album préféré, et surtout il est aux côtés de From Zero de Linkin Park. Celui-là j'en ai pas parlé, énorme banger, Linkin Park j'adore. Et puis je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est vrai qu'il reste quand même mon album préféré de 2024 à dire. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant, place au Lanyaka Award du meilleur album de 2024. Et le Lanyaka Award du meilleur album de 2024 est attribué à From Zero de Linkin Park.
Mon groupe préféré of all time revient, comment pourrait-il être plus bas que gagner le Laniakea Award? Je veux dire littéralement la veste que je porte dans toutes mes vidéos, c'est une veste Linkin Park. Linkin Park revient donc avec une nouvelle chanteuse et un nouveau batteur, mais surtout un nouvel album. Donc clairement je ne serai pas objectif, encore moins que pour tout le reste, c'est Linkin Park qui fait du Linkin Park. Comme je l'ai dit, j'adore quand dans la musique c'est des mélanges de genres musicaux. Donc c'est sans surprise que mon groupe préféré est Linkin Park, qui est un des groupes fondateurs du nu metal, qui est par définition un mélange entre le rap, le rock, le metal. Et en plus Linkin Park n'a de cesse d'évoluer. Chaque album est différent, chaque album évolue avec leurs musiciens, et dans cet album là c'est un retour aux sources, donc From Zero, et donc on a de tout, de toutes les ères de Linkin Park. On a notamment du tout début du Linkin Park bien violent, avec par exemple Casualty, on a du Linkin Park plus au milieu de leur carrière, avec par exemple Cut the Bridge, et enfin du style One More Light avec Over Each Other. Du coup là aussi c'est un parfait mélange entre tradition et modernité. Je me souviendrai toujours de l'annonce de ce nouvel album. Quelque chose que moi enfant aurais jamais cru possible, était enfin réel, le retour de Linkin Park et même le retour des concerts. Du coup cette année j'ai pu voir Linkin Park en concert, c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé tout le symbolisme derrière From Zero, dans le sens on repart à zéro, on fait une nouvelle chose et on n'efface pas tout ce qu'il y avait avant. Linkin Park est et restera le meilleur groupe de tous les temps à toutes les époques. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et clairement Linkin Park avec From Zero mérite amplement son Laniakea Award du meilleur album de 2024. World Premiere. Nous voilà maintenant dans la quatrième et dernière catégorie, les séries. Alors là au niveau des règles c'est un peu particulier parce qu'en fait les séries ça commence un jour puis ça finit des semaines plus tard. En tout cas pour certaines parce qu'il y en a qui sortent tout d'un coup du coup maintenant. Donc normalement dans ma sélection il n'y aura que des séries qui sont finies en 2024. Elles peuvent avoir commencé en 2023, par contre elles ne peuvent pas avoir commencé en 2024 et fini en 2025. En revanche pour vos séries sur Insta, je vous ai pas donné cette règle, du coup il peut y avoir des séries qui ne sont pas encore finies. Enfin quand je parle de séries je parle des saisons évidemment, pas de la série tout entière. Commençons donc avec notre première série de la sélection, Three Bodies Problem. Des chercheurs du monde entier sautent la vie de manière similaire. Alors que l'univers semble essayer de vouloir nous dire quelque chose. Oui en fait je peux pas vous en dire plus sans spoiler. Il faut savoir que cette série part très vite vers plein de choses, donc forcément c'est très dur à décrire. La série est faite par les mêmes qui ont fait la série Game of Thrones. Alors vous pouvez ne pas avoir aimé la fin de Game of Thrones, mais c'est aussi ceux qui ont fait le début. Et là c'est vraiment vibes début Game of Thrones. Alors pas tant dans le fait que c'est médiéval fantastique, vu que là on est vraiment à notre époque, même peut-être un peu dans le futur, mais en termes de personnages, d'écriture de personnages, d'intrigues, de plein de scénarios qui se recoupent de temps en temps, c'est du Game of Thrones. C'est aussi adapté de livres que j'ai juste là, les trois, parce que après avoir vu la série, j'ai eu vraiment envie de savoir la suite, mais je ne les ai pas encore commencé. Donc vraiment cette série est très forte pour vous mettre des scènes que vous oublierez pas de sitôt, un peu comme Game of Thrones finalement. Notamment une scène, je sais que tout le monde qui a vu la série sait de quoi je parle, celle-là vous l'oublierez pas, mais il y en a plein d'autres. Les personnages sont très attachants, il y en a des détestables évidemment, mais surtout ce que j'aime c'est qu'ils sont tous importants. Je vais pas en dire plus, ne vous inquiétez pas, et de toute façon, même nous on sait pas vraiment où ça va puisque c'est que la première saison. C'est vraiment de la SF comme rarement vu. Je pourrais pas vous décrire le style parce que c'est vraiment assez unique. En tout cas j'ai très hâte d'en savoir plus, donc déjà je vais lire les livres, mais aussi surtout j'espère qu'il y aura une suite. Alors j'ai cru comprendre que la saison 2 serait peut-être des films, enfin j'ai rien compris en fait. Concrètement j'ai l'impression qu'il va y avoir une suite mais je sais pas vraiment sous quelle forme, donc j'ai hâte. Has-Been Hotel. La princesse des enfers essaye de sauver son peuple en essayant de convaincre le paradis d'arrêter le massacre annuel. Parce que oui, tous les
certains anges descendent sur Terre pour massacrer ceux qui ont péché. C'était la série numéro 1, celle qui remportait le Laniaka Award jusqu'à ce que celle qui remporte finalement le Laniaka Award, que vous verrez plus tard, arrive. J'ai tellement adoré cette série, adoré cet univers. C'était d'ailleurs mon entrée dans cet univers, parce que ce n'est pas la seule série dans cet univers. Pour vous la faire très courte, Hazbin Hotel c'est le projet de Vivziepop, et de base c'était un pilote sur sa chaîne YouTube. Le temps de produire cette série qui a été rachetée par A24, Amazon et tout ça, Vivzi a lancé une autre série dans le même univers, où on se concentrerait cette fois-ci sur des imps, qui sont la classe la plus inférieure dans la hiérarchie des enfers. Une série sur la princesse des enfers, une série sur les imps. Et cette série qui s'appelle Eluvaboss est complètement disponible gratuitement sur YouTube, mais donc c'est pour ça que Eluvaboss, qui est de base en spin-off, est sorti avant Hazbin Hotel. C'est parce que Hazbin Hotel a été racheté, il y a beaucoup plus de budget dedans, c'est diffusé sur une plateforme payante, c'est une manière différente de faire une série. L'animation est magnifique, les personnages sont géniaux et nombreux, il y en a vraiment beaucoup. Les musiques sont le plus gros point fort de la série. Oui, ça chante, mais ça chante bien. La série a eu un si bon succès qu'il y a déjà 3 saisons, je crois, de commandées. Donc clairement, on n'a pas fini d'entendre parler. Non, vraiment, Hazbin Hotel c'est sorti en début d'année et pendant bien un mois et demi, j'écoutais toutes les chansons en boucle et c'était juste incroyable. C'est pour ça qu'elle aurait gagné s'il n'y avait pas eu l'autre, Fallout. Après un apocalypse nucléaire, l'humanité s'est réfugiée dans des bunkers. Sauf que des générations plus tard, Lucy doit maintenant sortir de ce bunker pour des raisons que je ne vais pas vous spoil. Cette série est très chelou, très fun, tout ce qu'on attendait d'une série Fallout finalement. C'est drôle, il y a du décalage, il y a beaucoup de mystères et ça j'attendais ça beaucoup. Les acteurs et actrices choisis sont parfaits pour leur rôle. Non, vraiment la série est géniale et elle a même été récompensée aux Game Awards. Selon eux, c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo de l'année. Bon, bien que j'ai adoré Fallout, j'ai mis quelques doutes sur cette supposition parce qu'il y a quand même eu une autre adaptation de jeux vidéo cette année qui mériterait peut-être un peu plus. Mais bon, c'est juste la preuve que les Laniaka Awards sont gages de meilleure qualité que les Game Awards. Donc regardez Fallout, c'est génial. The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin. Dick Turpin est un bandit, mais avec style. Et lui et sa bande essayent de devenir la meilleure bande de bandits de leur région, sauf que pour ça, ils vont devoir affronter 2-3 ennemis. C'est une série humoristique britannique, donc avec un full humour britannique. Tout est what the fuck, les personnages sont complètement fous. Dick Turpin est une sorte de Jack Sparrow, dans le sens où il est très intelligent, mais complètement naïf et il comprend pas toujours ce qui se passe au moment où ça se passe. Et surtout, il a beaucoup de chance, genre vraiment beaucoup de chance. La série est courte, comme j'ai dit, c'est de l'humour britannique, donc forcément c'est win. J'attends avec impatience la saison 2. Fiasco. Un réalisateur essaye de faire un film, mais rien ne se passe comme prévu sur le tournage. Et c'est vraiment un euphémisme, c'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe. La fameuse œuvre humoristique avec Pierre Ninet dont je vous ai parlé quand on parlait du Comte de Monte Cristo. Pour le coup, c'est vraiment drôle, hein, les acteurs, actrices et scénaristes qui sont aux commandes savent ce qu'ils font. Là aussi, les personnages sont un peu complètement fous quand même, ils ont un peu plus de bon sens que dans Dick Turpin, mais quand même, j'aime beaucoup le fait que rien ne se passe comme prévu sur le tournage, et même quand ils essayent de sauver la situation, ça ne fait qu'empirer. Chaque action entreprise par un personnage finit mal. Et en plus, c'est tourné comme un faux documentaire, donc il y a des grosses vibes What We Do in the Shadow et The Office, donc j'adore. Doctor Who saison 1. Le docteur voyage dans l'espace et le temps, accompagné d'une humaine, Ruby Sunday. Ensemble, ils découvriront les merveilles et les horreurs de l'univers. C'est ma série préf de l'année, voilà, c'est celle qui aurait dû gagner le Laniaka Awards. Si je ne m'étais pas mis une simple règle, Doctor Who n'a plus le droit de gagner de Laniaka Awards. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce qu'il y a une saison chaque année et que c'est une de mes 2 séries préférées à égalité of all time. Donc évidemment ce serait elle qui gagnerait à chaque fois. Donc je m'autorise évidemment à en parler chaque année, mais pas non plus à la faire gagner chaque année. Elle est un peu hors catégorie. Alors si j'ai bien précisé saison 1 quand je vous ai présenté la série, c'est pour bien vous dire que vous pouvez commencer avec cette saison. Parce que je sais Doctor Who c'est là depuis très longtemps, et peut-être que vous vous dites ça fait beaucoup quand même à rattraper pour regarder la saison actuelle. Sachez que non. En fait Doctor Who, bien que tout se suive, hein, toute la série est une continuité, cette série a aussi la particularité de pouvoir être commencée à plusieurs moments. En fait théoriquement un peu partout, mais bon là on va faire simple. Cette saison 1 s'appelle saison 1 parce que c'est fait pour. La série n'a jamais été autant diffusée dans le monde, elle est disponible sur Disney+ dans le monde entier, à part au Royaume-Uni où là c'est toujours disponible sur la BBC. Donc ça n'a jamais été aussi facile de regarder Doctor Who, donc c'est le moment de se lancer si vous aimez les bonnes séries. Et si vous êtes déjà fan de Doctor Who ou que vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne YouTube uniquement dédiée à Doctor Who. Et bon, faut quand même que je parle un peu de la saison parce qu'on est là pour ça. La saison est parfaite pour commencer comme j'ai dit, il y a une nouvelle compagne, donc tout est réexpliqué, tout est nouveau et donc il y a un vrai côté rafraîchissant aussi pour les anciens fans. Et en même temps, il y a quand même des refs à tout ce qu'il y a eu avant, donc les anciens fans ne sont pas non plus laissés abandonner. C'est vraiment le mélange parfait entre tradition et modernité. House of the Dragon saison 2. Les frictions entre ceux qui suivent Aegon et ceux qui suivent Rhaenyra arrivent à un point tel que la guerre semble inévitable. Et pourtant, il reste quand même un espoir. Ah, vous vous rappelez quand la saison 1 est sortie en même temps que les Anneaux du Pouvoir saison 1? C'était la belle époque. Et bah cette année, c'était un peu pareil, sauf que House of the Dragon c'est fini une semaine avant que les Anneaux de Pouvoir saison 2 commencent. Donc c'était pas en même temps, mais presque. Et je n'ai pas encore regardé les Anneaux de Pouvoir, je n'ai pas eu le temps. Donc on va pas en parler aujourd'hui.
aujourd'hui, donc parlons de House of the Dragon. C'est toujours parfait au niveau de la musique, de l'image, des acteurs, actrices, des costumes, des dragons, tout est parfait. Au niveau de l'histoire, ça se voit que c'est plus une saison calme avant la tempête, dans le sens où on a eu la première qui nous a placé plein de choses, qui nous montre les débuts de la querelle entre les deux familles, puis on a cette saison 2, où les deux familles essayent plus ou moins d'empêcher la guerre, et en même temps il y a des membres dans les deux familles qui veulent la guerre. Ça met aussi en place beaucoup d'éléments pour la suite, mais il y a certains persos qu'on voit un peu moins, mais ce qui permet de faire briller d'autres personnages qu'on voyait un peu moins en saison 1, et je pense que tout ça va culminer dans la saison 3, qui je crois est la dernière, et qui va être selon moi incroyable. Secret Level. C'est une série d'animation d'anthologie, donc ça veut dire que chaque épisode est indépendant et ça se suit pas, il n'y a pas de continuité dans la saison. C'est par les créateurs de Love, Death and Robots, qui était déjà une série d'anthologie, mais à la différence de Love, Death and Robots ou encore Black Mirror, ces deux séries d'anthologie partagent un thème qui relie leur épisode. Secret Level aussi, sauf que ce thème c'est les jeux vidéo. En fait, chaque épisode est sur un jeu vidéo différent, ce qui fait qu'on n'a pas une adaptation de jeu vidéo, on en a plein. Je vous fais une liste non exhaustive. Il y a un épisode sur Pac-Man, il y a un épisode sur Megaman, il y a un épisode sur Spelunky, il y a un épisode sur Armored Core, un épisode sur Warhammer, un épisode sur Donjons et Dragons, il y a même un épisode sur PlayStation. C'est un peu le plus mystérieux parce que c'est pas un jeu, c'est plusieurs jeux en lui-même, mais je vous laisserai découvrir ça. Cette série est folle. Déjà, les épisodes sont entre 10 et 20 minutes, hein, c'est très court, et pourtant on n'a jamais l'impression que l'épisode a été trop court. Ok, si peut-être une fois ou deux, mais sinon en général, on a l'impression que oui, l'histoire était finie. Pas besoin de faire plus long. Et en plus, même en si peu de temps d'épisode, la série arrive à nous faire ressentir les personnages, leurs émotions, leurs rêves, leurs objectifs, d'une manière vraiment assez folle. Hein. D'autant plus qu'il y a des jeux que je ne connais pas. Alors la plupart, je connais au moins de noms, mais je ne connais pas du tout l'histoire, le type de jeu, ce que ça raconte, rien du tout. Et même ces jeux que je connais pas du tout, j'ai adoré leur épisode. En fait, il y a aucun épisode qui, selon moi, est un flop. Il y en a un en particulier où j'aurais aimé en voir beaucoup plus, et j'espère qu'on aura une suite à cet épisode un jour, mais même celui-là, c'est pas un flop, parce que l'épisode est masterclass, c'est juste que je trouve qu'il s'arrête beaucoup trop tôt. Chaque épisode a aussi un style d'animation différent, il y en a des plus ou moins cartoon, des plus ou moins réalistes, et ceux qui sont réalistes d'ailleurs le sont beaucoup trop. Il y a vraiment des moments où je me suis demandé si c'était pas du live action, il se trouve que non, c'est juste que les gens qui ont fait la série sont beaucoup trop forts. Par exemple, il y a des acteurs connus dans la série, on dirait c'est vraiment eux, quoi. On dirait c'est du live action. Et évidemment, l'épisode Pac-Man est vraiment chelou, mais je l'ai adoré. J'aime le fait qu'ils aient osé aller aussi loin avec Pac-Man. Et d'ailleurs, il me semble, je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, hein, à vérifier, que c'est Bandai Namco qui a demandé à Secret Level de faire un épisode chelou autour de Pac-Man. La série, il me semble, est déjà renouvelée pour une saison 2 et c'est génial. J'espère qu'ils feront d'autres jeux, mais j'espère aussi qu'ils reviendront sur certains jeux, notamment celui que je trouvais un peu court. Si vous aimez le jeu vidéo, regardez Secret Level, c'est incroyable. D'une prophétie. 10 000 ans avant Paul Atreides, l'ordre des Bene Gesserit n'en est qu'à son début, et elles essayent déjà de stopper une prophétie qui pourrait condamner l'humanité. Tout ça alors que l'humanité vient tout juste de se remettre de leur guerre contre les machines intelligentes. Et on retourne dans l'univers de Dune, mais cette fois-ci bien avant. Et vu que c'est fait par Legendary Pictures, c'est vraiment la même DA, le même canon que les films de Denis Villeneuve, mais vu que c'est bien avant, le monde ressemble, mais pas tout à fait non plus. La série se concentre exclusivement sur les Bene Gesserit, et c'est génial. Les acteurs et surtout les actrices qui jouent les Bene Gesserit sont très fortes. On ressent vraiment la même vibe qu'on avait avec la révérende mère dans Dune, ou même Dame Jessica. Et comme j'ai dit, on est juste après l'interdiction des machines pensantes, et donc aussi au tout début de l'Imperium. Donc tout est très différent de ce qu'on connaît niveau politique, niveau géographie, bien que les maisons restent les mêmes. Il y a toujours les Atreides, il y a toujours les Corino, il y a toujours les Harkonnen. La série est déjà renouvelée pour une saison 2, donc j'ai vraiment très hâte. Surtout vu vers où la série a l'air d'aller, ça promet du lourd. Batman Caped Crusader. C'est la série pour les fans de Batman cette année. Bon, il y avait aussi la série Penguin, mais je l'ai pas vue, donc je peux pas en parler. Là, on est sur une série d'animation dans le style des années 90, et c'est pas pour rien que je dis ça, c'est parce que c'est littéralement le principe. C'est Bruce Timm aux commandes, le même qui était aux commandes lors de la série des années 90. En producteur, on a Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, et J.J. Abrams qui a fait énormément de choses, mais notamment un des créateurs de Lost. Donc tout est aligné pour que ce soit un immense banger, et ça l'est. La série 90 était culte. Et là, c'est la même esthétique qui revient, par exemple les personnages ont la même DA, juste remis au goût du jour. Les musiques ressemblent énormément, on a l'impression d'être dans le même Gotham, notamment par le fait que les méchants ont toujours des Thompson et des tenues style mafieux des années 60. Il y a énormément de personnages de Batman connus, notamment dans les ennemis, mais il y a aussi des ennemis beaucoup moins connus, donc ça c'est cool. Moi je n'attends qu'une chose maintenant, c'est la saison 2.
Bienvenue dans notre dernière catégorie Instagram, celle de vos séries préférées de 2024. Comme d'habitude, on commence par celle dont j'ai déjà parlé. On a donc House of the Dragon saison 2, Fallout, et la série au nom beaucoup trop long de Dick Turpin. À partir de maintenant, j'en ai pas encore parlé. On commence donc avec Dragon Ball Daima. J'adore, c'est vraiment du Dragon Ball à l'ancienne, presque comme le début de Dragon Ball quand il est enfant. Et j'en ai pas parlé parce que elle n'est pas finie encore la saison, donc elle finira en 2025, donc j'en parlerai en 2025. La série Knuckles que j'ai vue du coup très récemment du coup pour le troisième film, qui est vraiment très cool. J'avais juste déjà tourné toute la partie série, donc j'ai pas pu la rajouter, mais je trouve ça génial ce qu'ils arrivent à faire avec leur univers cinématographique entre guillemets, donc j'espère que ça va continuer. Et on enchaîne avec Dan Da Dan. Alors je l'ai pas vu, j'avais lu le premier chapitre vraiment à l'époque quand il est sorti, c'est peut-être l'animé de ces dernières années qui me donne le plus envie, mais je suis vraiment pas très animé en fait, je préfère largement lire les mangas, du coup je lirai peut-être le manga Dan Da Dan. Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, je crois que ça s'appelle comme ça, la série What If en Lego là, c'est une idée de génie, voilà, faire une série What If Star Wars mais en Lego. Je l'ai pas vu encore par manque de temps, mais c'est prévu et ça a l'air vraiment cool. Shrinking, qui est une série Apple TV, donc de base c'est gage de qualité. Concrètement, il y a très peu de flops sur Apple TV. En plus de ce que j'ai compris, les acteurs principaux sont Harrison Ford et le gars dans How I Met Your Mother. Je connais pas le nom de l'acteur, mais je sais qu'il fait des très bons trucs autres que How I Met Your Mother. Donc ça a l'air d'être une série très cool. Mais de toute façon, j'ai plein de séries Apple TV et de films même à rattraper. Umbrella Academy saison 4, qui est la dernière d'ailleurs. Umbrella Academy, c'est un peu spécial parce que la première saison est une des meilleures saisons de tous les temps. La deuxième était vraiment banger, la troisième beaucoup moins, donc j'attendais beaucoup la quatrième en me disant c'est la dernière, peut-être qu'elle va essayer de rattraper un petit peu la troisième, donc va falloir que je trouve le temps. What We Do in the Shadows saison 6, qui est aussi la dernière. C'est une série banger, on en parle pratiquement à chaque Laniaka Awards. Imaginez The Office avec des vampires, c'est vraiment une équipe de reportage qui font un reportage sur une maison, une colocation de vampires, et donc c'est juste une série humoristique quoi, avec des vampires complètement débiles. C'est génial, j'ai pas encore vu cette dernière saison, du coup c'est pour ça que j'en ai pas parlé moins, mais n'hésitez pas à la regarder, elle vaut vraiment le coup. On enchaîne avec Chaos, qui est une série sur la mythologie grecque, mais de nos jours. C'est surtout une série qui a été annoncée il y a très longtemps et qui ne sort que maintenant. Je sais pas quel problème de production il y a eu, mais clairement il y a quelque chose, hein. Mais bon, apparemment la saison 1 reste bien, donc je la verrai sûrement un jour. Geek Girl, je connaissais pas du tout, mais visiblement c'est une série britannique. Oui, parce que du coup pour les séries que je connaissais pas du tout, j'ai regardé la bande-annonce aussi, comme les films. Donc là ils ont tous des accents britanniques, ça se passe à Londres. Juste ça peut me convaincre de regarder une série, hein. Donc j'irai jeter un coup d'œil. Présumé innocent. Ok, de ce que j'ai compris de la bande-annonce, c'est Jake Gyllenhaal, il est accusé d'un crime, l'a-t-il fait, l'a-t-il pas fait, c'est le principe de la série, donc je sais pas du coup. J'aime beaucoup Jake Gyllenhaal, donc là aussi ça peut me faire regarder la série, juste ça. Ensuite vous m'avez proposé Anthracite. Je connaissais pas du tout, du coup de ce que j'ai compris, c'est des gens, des jeunes visiblement, qui essayent d'arrêter une secte. Donc je sais pas du tout si c'est bien, mais si vous me le proposez, c'est quand même que ça doit être un peu bien. Et ensuite, la dernière série que vous m'avez proposée une seule fois, Monstre, la série là sur les deux tueurs là, j'ai plus le nom exact mais c'est sûrement affiché quelque part. C'est un biopic sur des tueurs en série, voilà, comme il s'en fait beaucoup. C'est pas du tout le genre de série que je regarde, donc je peux pas trop vous en dire, mais si c'est le genre de série que vous regardez, celle-là existe aussi. Et donc on commence vos vraies séries préférées de 2024. La première que vous m'avez citée 2 fois, qui est la saison 1 de Doctor Who. Je ne peux que être d'accord avec vous, comme je vous ai dit, elle aurait gagné si je m'étais pas mis la règle de plus faire gagner Doctor Who. C'est un banger et je pense que le fait qu'elle soit accessible à plus de gens, vous en avez une preuve ici, parce que jamais les autres années, Doctor Who n'était si haut dans votre classement. Donc vraiment, vous n'avez plus d'excuses, commencez Doctor Who. Et enfin, votre série préférée de 2024, que vous m'avez citée 4 fois, ce qui est à l'échelle de mon Instagram énorme. J'ai jamais autant de propositions pour une seule œuvre d'habitude. C'est bien évidemment Arcane saison 2. Évidemment, ça ne fait aucun doute, hein, votre série préférée c'est Arcane. Ma commu a visiblement des très bons goûts. Maintenant, voyons si moi aussi j'ai fait le bon choix en regardant le Laniaka Award de ma série préférée de 2024. Et le Laniaka Award de la meilleure série de 2024 est attribué à la saison 2 d'Arcane. Zone et Piltover sont au bord de la guerre, alors que chacun de nos personnages cherche leur place dans un monde qui pourrait bien changer à tout jamais. Évidemment, qui est surpris que la meilleure série de l'année soit Arcane? Les Game Awards visiblement, mais Arcane est vraiment la meilleure série d'animation de tous les temps. C'est français, révolutionnaire, original, ça raconte le lore de League of Legends qui est exceptionnel. J'ai d'ailleurs fait une vidéo introduction au lore de League of Legends pour ceux que ça intéresse, et en 2025 je vais faire des vidéos lore plus détaillées sur chacune des régions. La série est pleine de refs au jeu, mais il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu pour aimer. C'était d'ailleurs mon cas,
car maintenant je joue à League of Legends, mais quand j'ai regardé la saison 1 d'Arcane et que j'ai adoré et que c'était déjà ma série préférée d'animation, j'avais jamais joué à LoL, je détestais ce style de jeu, et même après avoir vu la série, je n'ai joué à LoL que des années plus tard. Et puis la musique évidemment, encore plus que la première saison, on en a déjà parlé dans la partie album, la BO est exceptionnelle, en même temps c'est Fortiche qui est aux commandes, et de base Fortiche il faisait des clips pour Riot notamment, donc mettre en scène des musiques en animation, ils savent faire. Non vraiment pour moi la saison 1 et 2 d'Arcane sont des ovnis, c'est incroyable, ils avaient pas à faire aussi bien, hein. Je pense pas qu'on leur demandait de faire aussi bien, mais c'est juste leur façon de faire, hein. Ils font pas les choses à moitié, ils font les choses complètement, avec passion et ils mettent toutes leurs idées dedans. Maintenant que Arcane est fini, j'ai vraiment hâte de voir les autres projets, les autres adaptations de League of Legends sur d'autres régions, avec d'autres studios, mais aussi les autres projets de Fortiche, que ce soit pour League of Legends ou pour d'autres projets perso. Donc oui, Arcane mérite amplement son Laniakea Award de la meilleure série de 2024. Bon ben voilà, 2024 fut une belle année niveau culture. En plus en 2024, ici on a repris les vidéos sur cette chaîne, ça fait plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'elle était plus ou moins en pause. Là on est reparti de manière plus ou moins régulière, et comme vous avez vu, ça revient l'année prochaine avec la saison 2. Je vais juste prendre quelques semaines de pause parce que la fin d'année avec la vidéo spéciale des 10 ans, le Laniakea Award, ça a été vraiment chargé, mais on revient très vite. Et puis bon, 2025 promet un niveau œuvre, je peux vous citer quelques-unes de mes attentes. On a le nouveau film Superman, la série Blade Runner 2099, le jeu Pokémon Legend Zelda, la saison 2 de Doctor Who évidemment, la Switch 2 parce que quand même il est temps, Avatar 3 Fire and Ash, le film des 4 Fantastiques, la saison 2 de la série The Last of Us et enfin Death Stranding 2. Alors évidemment il y a plein d'autres choses mais je vais pas tout citer ici, n'hésitez pas à me citer en commentaire vos attentes, mais clairement on n'est pas prêt. Bonne année 2025 tout le monde et à l'année prochaine pour les prochains Laniakea Awards.